L'industrie de la tech est en perpétuelle évolution, avec des innovations qui révolutionnent notre quotidien. Mais parfois, certaines entreprises lancent des produits qui se révèlent être de véritables fiascos, qu'il s'agisse d'un manque d'intérêt du public, de défauts techniques ou d'une mauvaise stratégie marketing. Je vais vous faire un retour sur les plus gros flops technologiques de ces dernières années. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Human AI Pin, l'assistant personnel qui n'a pas convaincu. Parmi les produits qui ont fait énormément parler d'eux avant de disparaître des radars, difficile de ne pas mentionner l'Human AI Pin. Présenté comme une alternative futuriste au smartphone, oui, ce petit boîtier aimanté se fixait sur les vêtements et intégrait une intelligence artificielle censée anticiper nos besoins, répondre à nos questions et même projeter une interface laser directement sur notre main. Comme souvent sur le papier, c'était prometteur. Mais une fois entre les mains des utilisateurs, la réalité a été bien différente. D'abord, l'autonomie était un vrai problème, à peine quelques heures d'utilisation avant de devoir le recharger, ce qui est loin d'être suffisant pour un assistant censé vous accompagner toute la journée. Ensuite, les performances de l'IA étaient décevantes. Lenteur, réponses imprécises et difficulté à comprendre certains contextes. Le prix a également fait grincer des dents. 700 $, auquel s'ajoute un abonnement mensuel à 24 $. Ouh, simplement pour utiliser des fonctions de base. Autant dire que très peu de personnes ont été prêtes à franchir le pas, surtout pour un appareil aussi expérimental. À tout cela s'ajoute un manque d'applications concrètes et utiles au quotidien. De nombreuses personnes ont eu l'impression d'acheter plutôt un prototype qu'un produit fini. Résultat, à peine lancé, le AI Pin est rapidement devenu un cas d'école d'innovation trop précipitée, sans réelle valeur ajoutée par rapport à un simple smartphone classique. Apple Vision Pro, un casque de réalité mixte trop ambitieux. Lorsqu'Apple a dévoilé son tout premier casque de réalité mixte Apple Vision Pro en février 2024, la presse spécialisée et les fans de la marque ont retenu leur souffle. Apple se lance rarement dans une nouvelle catégorie de produits sans avoir une idée très claire de ce qu'elle veut faire. Et là, la promesse était énorme. Un appareil capable de combiner réalité virtuelle et réalité augmentée avec une fluidité inégalée, le tout dans un écosystème Apple parfaitement intégré. Mais très rapidement, la réalité a rattrapé la hype. Le prix du casque, 3 999 €. Oui, tu as bien entendu, 3 999 €. Le prix d'un bon MacBook et du dernier iPhone combiné. Pour beaucoup, c'était tout simplement hors de portée. D'autant plus que pour beaucoup de monde, un MetaQuest, 10 fois moins cher, avait les mêmes fonctionnalités. Pas forcément dans la même qualité, mais tout de même, ça faisait la même chose. Et ce n'est pas le seul problème. Le catalogue d'applications disponibles au lancement était très limité, avec peu de cas d'usage vraiment concrets. C'est bien beau de pouvoir agrandir une fenêtre Safari dans son salon ou de regarder un film sur un écran virtuel géant, mais est-ce que ça justifie un tel investissement? Et puis il y a aussi le confort, un point souvent sous-estimé dans les casques immersifs. D'autant plus pour un casque avec lequel on était censé pouvoir travailler plusieurs heures chaque jour. Beaucoup d'utilisateurs ont noté que le casque était vraiment trop lourd à porter et pas vraiment fait pour de longues sessions. Certains parlaient même de fatigue visuelle après seulement quelques minutes d'utilisation. Malgré les qualités techniques indéniables du produit, un affichage et des capteurs de qualité, ainsi que le contrôle du casque par les mouvements des yeux, aussi impressionnant qu'intuitif, l'intérêt du public est vite retombé. Apple a revu à la baisse ses prévisions de production et même les développeurs, qui en général suivent rapidement Apple, ne se sont pas rués pour créer des apps dédiées. Au final, le Vision Pro ressemble aujourd'hui plus à un prototype commercialisé qu'à un vrai produit de masse. Une vitrine technologique, oui. Une révolution dans notre quotidien, pas encore. Et à ce prix-là, difficile de convaincre le grand public. Sony Concorde, un jeu à 400 millions pour rien. On parle souvent des budgets astronomiques dans le cinéma, mais le jeu vidéo n'est pas en reste. Et Concorde, jeu de tir à la première personne, développé par Firewalk Studio et édité par Sony, en est l'un des exemples les plus spectaculaires et les plus désastreux. Le projet a été lancé il y a 8 ans, avec un budget colossal estimé à 400 millions de $. Pour donner une idée, c'est plus que ce qu'a coûté Avatar, le film. L'objectif était clair. Proposer un FPS multijoueur compétitif, capable de rivaliser avec des mastodontes comme Overwatch, Valorant ou encore Call of Duty. Sony misait sur cette exclusivité pour renforcer son écosystème PlayStation et offrir un jeu service à succès. Mais dès sa présentation en juin 2024, les critiques ont commencé à pleuvoir. Le jeu a été jugé générique, avec un univers peu inspiré, un gameplay déjà vu et des personnages qui peinaient à marquer les esprits. Lors de sa sortie en août, malgré une communication massive, le public ne répond pas présent. Seulement 25 000 exemplaires vendus, une misère pour un tel budget. Les serveurs désertés
éclatés au bout de quelques semaines ont sonné le glas du projet. Et le plus fou, c'est que Sony a pris une décision radicale à peine un mois plus tard. Fermeture complète des serveurs, remboursement des joueurs et dissolution pure et simple du studio Firewalk, pourtant récemment acquis par Sony. Un vrai gâchis à tous les niveaux. Concorde est aujourd'hui l'un des plus gros flops de l'histoire des jeux vidéo, un échec cuisant qui prouve que l'on ne peut pas acheter le succès, même avec des centaines de millions. Ce qui manque parfois, ce n'est pas l'argent, c'est l'âme. Rabbit R1, l'assistant IA au look séduisant et rétro. Mais c'est tout. Présenté avec enthousiasme au CES 2024 à Las Vegas, le Rabbit R1 avait tout pour capter l'attention. Ce petit boîtier orange vif au look rétro, inspiré des gadgets des années 90, ressemblait à un mélange entre un Tamagotchi et un assistant vocal nouvelle génération. Compact, mignon, capable de comprendre des commandes à la voix, mais aussi avec une molette physique pour naviguer et un écran tactile, le R1 voulait incarner l'avenir de l'assistant personnel alimenté par l'intelligence artificielle. Techniquement, il était capable de faire des choses intéressantes sur le papier. Par exemple, il pouvait prendre une photo avec son capteur intégré, puis utiliser l'intelligence artificielle pour décrire cette même photo en temps réel. Il pouvait aussi réserver un Uber, lancer une playlist Spotify, résumer vos mails ou encore effectuer des recherches vocales sur Internet. Le tout sans passer par un smartphone. Son fonctionnement reposait d'ailleurs sur un modèle d'intelligence artificielle censé comprendre vos intentions et agir à votre place sur différentes applis. Mais très vite, la réalité a remplacé le fantasme. Malgré les promesses, l'expérience utilisateur s'est révélée très décevante. L'appareil était lent, souvent capricieux, et les bugs venaient régulièrement gâcher l'usage. L'IA, censée être le cœur du produit, peinait à comprendre certaines requêtes de base, et les intégrations avec les services tiers manquaient de fiabilité. Ajoutons à ça un écran peu lisible en plein jour, une interface peu intuitive, une autonomie limitée, et surtout, l'impression qu'on pouvait faire exactement la même chose avec un smartphone. Résultat, l'effet waouh a été de courte durée. Le Rabbit R1 a été vu par beaucoup comme un gadget mignon mais inutile, un objet que l'on teste une fois et que l'on laisse au fond du tiroir. Et les chiffres sont parlants. En septembre 2024, seuls 5000 utilisateurs quotidiens étaient recensés. Loin, très loin des ambitions de départ. Aujourd'hui, le Rabbit R1 est cité comme un exemple parfait de hype technologique, mal maîtrisé, une belle idée sur le papier, un bon storytelling, un joli design, mais une exécution qui laisse clairement à désirer. Google Stadia, le cloud gaming mort-né. Lancé en grande pompe en 2019, Google Stadia promettait de révolutionner le jeu vidéo. Oui, rien que ça. Imaginez un service de gaming où vous pouvez jouer à des jeux AAA récents directement sur votre TV, ordinateur, tablette ou smartphone sans avoir besoin d'une console coûteuse ou d'un PC gamer ultra puissant. Imaginez commencer votre partie sur votre TV, puis la reprendre immédiatement sur votre tablette au même endroit sans temps de chargement. Le rêve, non? Eh bien, c'est ce que Google nous promet avec Stadia, en misant tout sur le cloud gaming. Sur le papier, ça avait l'air révolutionnaire. Mais dans la réalité, le service a souffert de plusieurs problèmes majeurs qui ont fini par condamner cette plateforme. Tout d'abord, le catalogue de jeux. À son lancement, Stadia ne proposait qu'une sélection limitée de titres, ce qui a fait fuir de nombreux joueurs. Et même lorsque de nouveaux jeux ont été ajoutés, le service n'a jamais réussi à s'imposer face à des concurrents déjà bien installés, comme PlayStation Now ou Xbox Game Pass. Il faut aussi mentionner qu'il fallait acheter des jeux spécialement pour Stadia. On ne pouvait pas les utiliser ailleurs, contrairement à GeForce Now par exemple. C'était du pur streaming avec toutes les limitations que cela implique. Le cloud gaming nécessite une connexion internet ultra rapide et stable pour offrir une expérience fluide et malheureusement tout le monde n'a pas accès à une telle qualité de réseau, surtout dans les zones rurales. Le service n'était donc pas à la portée de tout le monde, ce qui a limité son accessibilité. Mais ça c'est évidemment la même chose pour tous les autres services du genre. En plus de ces problèmes techniques, Google a eu des difficultés à convaincre les utilisateurs de s'abonner à son service. Un modèle économique qui n'était pas clairement défini, des fonctionnalités annoncées mais manquantes et une mauvaise gestion marketing ont eu raison de la plateforme. Stadia n'a jamais réussi à convaincre un public fidèle. Et en 2023, Google a mis fin au service en présentant cela comme un échec cuisant. Bon, au moins ils étaient conscients quoi. C'est vraiment un exemple parfait de ce qui peut se passer quand une grande entreprise comme Google met un produit en avant sans vraiment comprendre les attentes du public et les réalités du marché. Le cloud gaming est toujours là, bien sûr, mais Stadia n'a pas marqué l'histoire comme Google l'avait espéré. Et pourtant, techniquement, c'était un des meilleurs services.
Le pari raté de Meta, c'est-à-dire Facebook, sur le métaverse. À partir de 2021, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook Meta, a littéralement tout misé sur le métaverse. Il est allé jusqu'à rebaptiser Facebook en Meta pour bien montrer que cette vision allait devenir le cœur de l'entreprise. Le métaverse était censé être l'avenir de l'Internet. Oui, l'avenir de l'Internet. Un monde virtuel ultra immersif où l'on pourrait travailler, socialiser, faire du shopping, tout ça chez soi avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Le projet était ambitieux, très ambitieux, peut-être même un peu trop. Meta a investi des milliards de dollars, embauché des milliers d'ingénieurs, lancé sa propre plateforme baptisée Horizon Worlds et tenté de créer tout un écosystème complet autour de cet univers. Mais très vite, les premières critiques ont commencé à pleuvoir, l'interface manquait de fluidité, les avatars ressemblaient à des personnages de jeux des années 2000 et surtout, il n'y avait personne. L'expérience était vide, peu intuitive et loin, très loin de l'image futuriste vendue sur les vidéos promotionnelles. Et puis, il y avait un autre problème. La promesse d'un monde parallèle où tout serait possible a eu du mal à convaincre dans un contexte où le public, lui, était plutôt préoccupé par des enjeux plus concrets. Inflation, crise énergétique, protection des données, etc. Bref, les utilisateurs ne se sont pas rués dans le métaverse malgré tous les efforts déployés. Résultat, en 2023, Meta a commencé à réduire discrètement ses ambitions, de moins en moins de communication sur le métaverse, des licenciements dans les équipes dédiées, malheureusement, et une réorientation stratégique vers l'intelligence artificielle, devenu le nouveau terrain de jeu des géants de la tech. Aujourd'hui, le métaverse n'est plus qu'un mot que l'on entend de temps en temps, souvent accompagné d'un sourire gêné. Un pari risqué qui ne s'est jamais transformé en réalité. NFT, de révolution numérique à bulle spéculative. En 2021, on ne pouvait pas ouvrir un fil d'actualité sans tomber sur les NFT ou tokens non fongibles. Présentés comme une révolution dans le monde de l'art numérique, ces objets virtuels, associés à un identifiant numérique certifié par la blockchain, ce qui les rend uniques, ont rapidement attiré investisseurs, artistes et surtout beaucoup de spéculateurs. On a vu des images pixelisées vendues pour des millions, des célébrités créer ou acheter leurs propres NFT et même des entreprises de jeux vidéo comme Ubisoft tentaient de les intégrer à leur titre. Mais ce qui devait être l'avenir de la propriété numérique s'est vite transformé en marché surchauffé, peuplé de projets douteux, de plagiat et de promesses jamais tenues. Très vite, l'intérêt du public s'est effondré, les prix se sont écroulés et des plateformes entières ont disparu aussi vite qu'elles étaient apparues. Certains NFT achetés pour plusieurs milliers de dollars ne valaient plus que quelques centimes un an après. Ubisoft, par exemple, qui avait intégré des NFT dans son jeu Ghost Recon Breakpoint, a dû faire marche arrière face au tollé des joueurs. Et ils ne sont pas les seuls. Square Enix, Konami ou encore Atari ont tous tenté l'expérience avant de revoir leur copie ou de se faire oublier. En 2023, les NFT sont devenus le symbole parfait d'une bulle spéculative, beaucoup de bruit, peu de valeur réelle et une chute aussi rapide que leur ascension. Une mode éphémère qui a laissé derrière elle plus de scepticisme que d'innovation concrète. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en likant, partageant, commentant et si tu en veux d'autres, abonne-toi. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!